c'est le dernier événement de notre festival No Code. On a organisé 6 events là à cette rentrée avec du coup 6 speakers différents. Et aujourd'hui, c'est la fermeture, la clôture du festival avec Gabriel pour un nouveau sujet. Donc Gabriel qui est la maker de Stand with Ukraine et du coup qui va vraiment nous parler de ce projet, nous présenter. Ça va se découper un peu en 3 parties. La première, c'est vraiment sur son parcours, comment elle a appris le No Code. Comment sa carrière s'est dessinée. En deuxième, c'est on plonge à fond dans du coup ce projet, comment ça s'est fait, avec quels outils, etc. Et la dernière partie, ça sera un peu plus sur un peu du coaching carrière, en tout cas les tips que Gabriel a de son expérience. Mais juste avant de kick-off et de se lancer dans le vif du sujet, moi je voulais vous dire 2 mots sur pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a organisé ce festival. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Join Maestro, l'école du produit et de la tech, qui organise ce festival. Et moi, Flavie, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré non plus, je m'occupe du coup des Maestrix, qui sont nos événements qui sont généralement en ligne, 100% gratuits, libres d'accès, pour interviewer des personnes comme Gabriel qui viennent nous parler de leur métier, de leur projet, des outils, des méthodes, des tips, etc. Et du coup, on a souhaité commencer la rentrée sur les chapeaux de roue avec un festival et plein d'events no code pour pouvoir un peu aussi évangéliser ce sujet et le rendre accessible, les outils, les méthodes qui peuvent y avoir dans cette discipline qui émerge et dont on entend de plus en plus parler et qui prend maintenant beaucoup, beaucoup de place dans l'écosystème tech. Euh, et aussi, le but, c'est que en fait, on a eu plein de parcours différents et on se rend compte que le no-code, comme le métier de product manager, par exemple, il n'y a pas de parcours prédéfini, il n'y a pas d'études prédéfinies. En fait, c'est des nouveaux métiers où, en fait, tu n'as pas fait une école bac+5 de no-code. En fait. Et du coup, les personnes qui travaillent arrivent de tous les secteurs, de toutes les entreprises. Et du coup, c'est un peu cette synergie qui est hyper intéressante. Et c'est pour ça aussi que ça permet à tout le monde de pouvoir se projeter et voir comment concrètement dans sa carrière, dans son job de tous les jours, le no-code peut se matérialiser. Donc c'était un peu le but de ce festival. Est-ce que ceux qui sont connectés, vous pouvez nous dire dans le chat qui êtes-vous, quel rôle vous occupez aujourd'hui et un petit peu pourquoi est-ce que vous vous êtes connecté aujourd'hui? Est-ce que vous êtes PM et hyper débutant sur le no-code et du coup vous voulez commencer à creuser? Est-ce que vous êtes, par exemple, je pense qu'il doit y en avoir pas mal freelance et vous travaillez sur différents projets où vous développez vous-même des outils en no-code. Voilà, mettez-nous un peu dans le chat. J'ai coupé les notifs, donc je ne sais pas si vous écrivez, mais mettez-le comme ça permet à Gabriel et moi de voir un petit peu avec qui on va passer cette prochaine heure. Donc ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est un petit aperçu des programmes du coup de Maestro de cette rentrée. On a un bootcamp intensif pour devenir product manager. Là, c'est du 8h, 18h à fond sur toutes les méthodes, les outils pour devenir PM. Ce programme existe aussi en cours du soir pour les personnes qui sont déjà product manager dans des entreprises. Et on a aussi notamment une formation au no-code qui permet vraiment de s'acculturer et de se former au métier enfin, à la discipline no-code. Et en fait, c'est une partie très assez forte parce qu'il y a une première partie du programme qui est vraiment concentrée sur comment comprendre son problème, comment connaître ses utilisateurs, comment se poser les bonnes questions. Et seulement à la fin de cette phase, vous êtes exposé à un panel d'outils et là, vous choisissez l'outil sur lequel vous partez pour développer votre outil, oui, si, votre produit. Et il y a vraiment ce besoin de bien comprendre dans quoi on veut s'embarquer, qu'est-ce qu'on veut résoudre, quel process on veut faire avant même de regarder les outils pour ça. Si vous avez des questions là-dessus que vous voulez aller fouiller, évidemment, vous pouvez me contacter directement, mais vous pouvez aussi aller sur notre site internet. Et très rapidement, le prochain rendez-vous, donc comme je vous ai dit sur le site, il y a toutes les infos sur Maestro, des ressources gratuites, des toolbox, des articles, etc. On a le Meetup où vous êtes peut-être arrivé par Meetup aujourd'hui pour vous connecter avec nous. C'est là où on partage tous nos events. Donc à peu près toutes les semaines, on a des nouveaux events généralement entre midi et 13h en ligne. Et enfin, on a LinkedIn et là aussi, on balance plein d'updates et plein de news. Donc vous êtes évidemment les bienvenus pour aller jeter un œil. Donc là, j'ai un peu parlé de Maestro, mais maintenant, on va te laisser, Gabriel, prendre la parole et commencer simplement par nous donner un peu ton parcours, les grandes étapes de ton parcours aujourd'hui. Ça marche, merci. Du coup, je suis suisse.
à la base. J'ai aussi un passeport français, mais j'ai grandi en Suisse et fait mes études en Suisse. J'ai un bachelor de génie chimique et un master en management, donc rien à voir avec l'informatique. J'ai grandi dans une famille où il y avait un ordinateur depuis ma plus tendre enfance parce que ma maman a écrit son doctorat sur un Mac. Le tout premier qui était là, donc j'ai été assez familière. J'ai toujours été un peu bidouillé, un peu trituré. Mon papa a été fort généreux avec ses explications et du coup, ça m'a toujours pas mal intéressé. Mais j'ai jamais étudié ça, j'ai pas appris à coder ni rien. Euh, j'ai bossé chez Toyota pour mon projet de master dans le domaine du développement durable et ensuite chez Dupont pendant 2 et 3 ans, d'abord pour la partie développement durable et ensuite knowledge management dans un département qui vend l'expertise de Dupont à des entreprises externes. C'était fort intéressant. J'ai beaucoup appris, notamment comment le décalage entre comment les choses sont censées être faites, comment on apprend à l'école et comment les choses sont faites dans la vraie vie. Je me suis aussi rendu compte que le milieu de la multinationale n'était pas vraiment un bon fit en termes d'énergie et d'enthousiasme et de structure rigide. Donc, après m'être fait restructurer, je suis devenue. Enfin, j'avais déjà lancé un business à côté de mon boulot quand j'étais employée. Puis après, je me suis fait restructurer et j'ai continué mes activités entrepreneuriales d'à côté. D'abord pour vendre des couches lavables pour bébés et ensuite des préservatifs sans produits toxiques. À la base, on était juste revendeurs. Ensuite, on a eu notre propre marque parce que petit plugin, en fait, les préservatifs sur le marché ne donnent pas les ingrédients qu'ils utilisent. Alors, si on sait ce qu'il y a dans sa crème de jour, moi, je trouve qu'on devrait savoir ce qu'il y a dans ses préservatifs. Et ce n'était pas le cas. Et du coup, j'étais très choquée. Donc, lancer une petite marque. Pendant que je faisais ça, je me suis toujours beaucoup occupée de la partie tech du business, site internet, e-commerce, et ainsi de suite, sans savoir d'ailleurs que c'était du no-code pour le coup. Et puis en 2021, j'ai vraiment commencé à plonger dans le no-code en mettant en ligne en fait une base de données de journée internationale qu'on avait créée pour identifier juste les journées internationales liées à la santé sexuelle pour le bloc des préservatifs. Du coup, j'avais cette liste, je l'ai mise sur Medium. L'article sur Medium a fait 200 000 vues. Je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'on tient un truc, peut-être qu'il y a de l'intérêt. Et puis, du coup, j'ai découvert Airtable en mettant ma liste qui était d'abord sur Google Sheet dessus. Et après, j'ai fait, c'est super. Et en discutant avec des potes, dont un pote qui est product manager, il m'a dit, ah, mais regarde, il y a des nouveaux outils maintenant, tu peux prendre ta liste et ça te génère une page par contenu. Je dis, ah oui, ça a l'air génial. Allez, viens, je vais faire ça, c'est un bon exercice. Et le truc est né. Et ça a fait en fait que je suis devenue familière avec Airtable, avec Softer, un peu avec Zapier et Make. Et puis, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, moi, j'étais super angoissée de ce que je voyais. Je voyais tout le monde qui était un peu dans la panique, un peu dans genre, on veut aider, mais on ne sait pas comment. Regarder les nouvelles. C'était pas la recette du succès pour moi parce que ça me générait encore plus d'anxiété. Je me suis dit, bon, il y a au moins un truc que je sais faire, c'est que je peux rassembler les ressources que je vois passer. Donc, je vais faire ça. J'ai les outils, je vais faire ça. Ça va être ma contribution au truc parce que je voulais faire quelque chose, mais je savais pas trop quoi. Donc, ça a été, c'est un peu comme ça que c'est né. Ok. Ok, Ouais. hyper intéressant. On va creuser vachement plus tard sur ce projet, mais c'est pour ça que moi j'avais très envie de t'interviewer et que tu puisses participer justement à ce festival. C'est qu'en fait c'est vraiment une manière d'utiliser le no-code où on se rend compte que en fait ça a permis une rapidité pour rendre accessible cette plateforme qui est pas possible avec d'autres outils. Et du coup c'est là que c'est hyper intéressant. C'est une preuve d'à quel point on peut répondre vite à un problème. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on puisse en parler à la communauté. Alors, attends, j'arrête de partager mes slides. Hop, hop. Comment je ferme ça? Et du coup, donc aujourd'hui, juste pour reprendre, tu as le projet enfin, des journées internationales qui prend toujours un peu de place au quotidien. Et en plus, tu as une de tes entreprises qui continue, sur laquelle tu continues de travailler en continu.
Oui, bah en fait, si tu veux, la manière dont j'ai structuré les choses, c'est que j'ai une SARL sous laquelle je mets tous mes projets parce que j'ai plein d'idées. Et ce qui est super avec le no-code, c'est que maintenant, je peux faire toutes mes idées. Donc, c'est bien que j'ai un endroit où je peux les ranger toutes dessous. Et depuis janvier, je me retrouve aussi à créer des solutions pour pour des entreprises ou des organisations. Et ça, c'est venu un peu par hasard. Enfin, moi, c'était pas mon intention de faire ça. Mais maintenant, il y a de la demande. Et du coup, c'était bien parce que pendant la pandémie, avec les préservatifs, on a pris moins 40% au niveau des ventes parce que tous les célibataires coincés à la maison, ben, ils avaient plus Ah, ok. besoin de nos produits. Ok. Voilà, donc ça a été un bon complément. Ok. Ok. Ça marche. Alors, je regarde un petit peu pour ceux qui se sont présentés dans le chat. Je vois qu'on a que des PM et des débutants no code. Noob de no code. Ok. Consulting pour no code. Ok, trop bien. Eh ben, génial. Vous êtes au bon endroit. Ok. Et du coup, donc pour le moment où tu as commencé à utiliser à fond le no code, c'était pour les journées internationales. Mais du coup, avant, tu travaillais quand même sur des outils, enfin, tu ne sais pas coder, tu travaillais quand même sur des outils en no-code. Tu t'as travaillé sur quoi en premier? Ou en tout premier, c'est une bonne question. Je crois que je me rappelle même plus du nom Ah, du ok. site que j'ai utilisé, mais c'est un truc obscur, hein. Ok. Et c'était il y a un bon moment. Mais sinon, non, mais enfin, tu vois, j'ai bricolé des trucs sur SharePoint. Même SharePoint, c'est no code, en fait, si Ouais, tu regardes vraiment. ok. Enfin, c'est pas dans le sens où on l'entend maintenant, mais c'est no code dans le sens où tu pouvais faire un peu de la programmation visuelle, de faire des pages et ainsi de suite. Le plus que j'ai fait, je pense que c'est sur Squarespace. Ok. Ok. Et du coup, oui, j'avais oublié de la préparer en amont, mais c'est une question que j'ai posée à toutes les personnes pendant ce festival. C'est un peu de nous donner ta définition du no-code avec tes mots. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, d'une personne à l'autre, ça peut un peu varier. Euh, du coup, voilà, si tu veux bien nous partager la tienne. Écoute, ben, je te dirais tout ce qui permet de faire de la programmation visuelle. Tout ce qui permet de faire de la programmation visuelle. Ok. Alors, mais, Très bien, 5 sur 5. Et du coup, par rapport au projet que tu portes aujourd'hui, donc tu travailles de plus en plus pour des missions avec des clients, qu'est-ce qui te motive le plus dans ce job? Qu'est-ce que tu aimes le plus? ben, j'ai eu la chance de pouvoir sélectionner mes clients et mes projets et de rester vraiment dans tout ce qui est impact, développement durable, que ce soit social, soit environnemental. Donc ça me tient vraiment à cœur d'avoir une implication de ce côté-là, vu qu'on n'est quand même pas loin de la catastrophe à plein de niveaux. Hein, les signaux Mhm. s'accélèrent, c'est super. Donc, tant qu'à faire, Mhm. je préfère dédier mes X heures quotidiennes vers des domaines qui me parlent. Et puis, ben, d'avoir cette flexibilité en termes d'organisation, pour moi, c'est super précieux parce que je remarque que certaines contraintes ou certains chefs dans certains contextes, ça ne me parle pas du tout. Et d'avoir la liberté d'être organisé comme je le souhaite, c'est très, très précieux. Puis ça me permet d'être créative et productive à un niveau qui n'est pas forcément possible dans d'autres contextes. Ouais, complètement. Et du coup, donc j'imagine que tu reçois pas mal de propositions de projets. Comment est-ce que c'est quoi tes critères de choix? Ça reste beaucoup dans tout ce qui est développement. Ben, alors, d'abord le côté impact. Ensuite, est-ce que c'est faisable techniquement? Et puis ensuite, dans quelle mesure est-ce que le client a de la clarté sur ce qu'il veut? Parce que Ouais, ok. comment dire, ça peut être ultra variable. Il y a des gens qui peuvent avoir énormément de clarté, qui savent qu'est-ce qu'ils vendent, à qui, comment, combien, comment est-ce qu'on veut structurer le bazar. Et puis, du coup, c'est facile. Puis il y a aussi des gens qui arrivent puis sont là, oui, nous, on veut faire ça. OK. Vous avez des ressources, des idées? Ah non, mais on trouve ça super. Et du Ouais, coup, ça dépend en général. ouais, Et puis, je fais aussi un check bêtement si on s'entend, en fait. ouais, S'il y a un bon relationnel, parce que tant qu'à faire, autant travailler avec des gens avec qui on sent que ouais. l'élan est là.
Quand on peut, c'est encore mieux. Ouais. Et du coup, là-dessus, toi, t'interviens à quel moment exactement dans les projets? Peut-être que ça dépend de chaque projet d'ailleurs. Mais en fait, est-ce que tu interviens au tout début sur la compréhension du problème ou en fait, toi, tu as stack d'outils et justement, quand le client arrive et qu'il a une bonne idée de ce qu'il veut faire, toi, tu passes directement à la fabrication de l'outil? Ben, j'ai eu un peu tous les cas jusqu'à Dans maintenant. tous les cas? Ok. Ouais, ouais, j'ai eu autant des gens qui avaient une vision très claire de ce dont ils avaient besoin, mais aucune notion technologique, et du coup, j'ai amené ça. Mm. J'ai eu des gens qui sont arrivés en mode on a un roadmap avec des wireframes et tout est très défini, et du coup, j'ai juste vraiment construit leur vision. Mm. Et j'en ai d'autres ils avaient où ils ont rien du tout, et on fait des workshops pour itérer, pour que eux ils aient de la clarté. Donc je peux les prendre à différents moments. Ok. Ok. Ok, ça marche. Et ça te gêne pas, du coup, d'arriver à la dernière étape, parce que je sais qu'il y a certains codeurs qui ne préfèrent pas, arriver à l'étape où justement tout est prêt et tu as juste à faire. T'aimes bien aussi cette manière-là de travailler? Ça dépend. C'est moins ma préférée. Je Ouais, préfère ok. quand il y a un peu plus de co-création, parce que du coup je suis Ouais. plus investie dans ce que je suis en train de faire. Sinon j'ai l'impression que je me retrouve juste à être un pouce-bouton, un peu comme ça. Ouais, ok. C'est moins. Mais bon, après, Euh, si le projet est hyper cool et puis qu'il y a plusieurs phases prévues, enfin, ça dépend vraiment du contexte. Parce que ouais. j'en ai aussi plein qui viennent me voir, qui sont là, oui, on a des idées, on veut faire ça, puis après on veut faire ça. Puis moi, je leur dis toujours, non, mais vous voulez pas, on fait juste une V1, puis après vous testez, puis vous regardez avec vos vrais utilisateurs. Qu'est-ce Mm. qu'ils aiment, qu'est-ce qui leur rend service, comment ils interagissent. Puis une fois que vous avez récupéré ces feedbacks, ben, on fait une V2. Mais on fait pas tous les features d'un coup. Ça, c'est Du coup, bien, après, c'est un rôle. Oui, pardon. ouais, c'est pas un message que les gens aiment beaucoup entendre. Ouais. Bon. Mais non, mais c'est bien. En vrai, ça fait partie intégrante du rôle. Et ça, on en discutait pendant le festival aussi du fait que, bah, en fait, surtout quand tu travailles avec des clients et que t'es pas interne à une entreprise, mais même quand tu es interne à une entreprise, tu as beaucoup d'évangélisation à faire auprès des clients et de leur dire attention, en fait, la méthode, elle recommande quand même de passer par ça, ça, ça. Donc, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça chouette un peu de revenir justement à quel moment tu arrives dans le process parce que c'est vrai que là, ton rôle, comment on l'appelle, c'est maker no code. Et c'est hyper vaste quand on n'est pas dans la discipline, on comprend pas ce que ça veut dire, à quel moment t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais. Donc je trouve ça chouette, oui, vraiment de se rendre compte qu'en fait ça dépend beaucoup de la demande, que tu peux tout faire, que globalement c'est quand même plus agréable d'arriver au début pour se poser toutes les clés, pas forcément au début, mais d'arriver avant la phase uniquement de fabrication pour se poser toutes les questions sur le process, sur les besoins, sur le problème. Mais que bon, tu peux faire les deux et tu as des deux. Et du coup, ma question suivante, c'était est-ce que quand tu as débuté dans ta carrière, tu avais un plan, tu savais où tu allais, tu avais un peu des objectifs Alors, déjà, j'ai fait du génie chimique parce que j'étais bonne en sciences, et que, en allant discuter avec l'orientation de l'école polytechnique, on s'est mis d'accord que c'était plus facile de d'abord faire des sciences de base et ensuite du management que l'inverse. Du coup, j'ai fait ça en me disant, bon, ça se recycle, les ingénieurs en génie chimique ont l'air d'être bien payés, Inch'Allah, ça sera utile. Euh, ça pourra potentiellement avoir un impact. Après, quand j'ai fini mes études, je pensais que j'allais faire de la multinationale, un peu dans le développement durable. Après, je me suis rendu compte que, en fait, non. Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'allais avoir une marque de préservatifs, je ne l'aurais pas cru. Donc, ouais, enfin, j'avais des plans, mais très larges. Puis je suis assez le genre à faire des super plans, à faire plein de réflexions, à écrire plein de trucs sur des papiers et tout. Et après, je rouvre jamais mes Ah, listes. ok. Donc, je suis pas sûre d'être un excellent exemple pour cette question en termes de modèle. Non, non, mais en vrai, c'est hyper intéressant aussi de se dire, enfin, je pense que il y a aussi beaucoup de personnes qui se rejoignent sur le fait que tu prévois pas forcément et que surtout la manière dont tu orientes ta carrière, surtout au début en termes de formation, elle peut être très très lointaine, surtout quand on voit l'émergence de tous les métiers
dans la tech, à quel point c'est devenu accessible. Mais en fait, tu peux avoir étudié quelque chose qui n'a rien à voir et arriver dedans et que ça se passe très bien. Donc, non, non, c'est chouette aussi d'avoir ta version. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en tant que maker, comment est-ce que tu fais pour évoluer, pour apprendre des nouvelles choses, pour rester innovante, pour te former aux nouveaux outils, aux nouvelles méthodes, aux nouveaux process? Ben, je suis pas forcément quelqu'un qui suit beaucoup de cours ou quoi. En général, je découvre que j'ai un problème hein, et j'essaie de le résoudre. C'est comme ça, c'est beaucoup comme ça que je fais les choses. C'est aussi beaucoup comme ça que je lance mes projets. En fait, ça vient surtout soit de mon pain ou de ma problématique, soit de celle de mon entourage. C'est souvent un peu là d'où émergent les choses. Donc, à partir du moment où j'ai identifié quelque chose, où j'ai de la clarté sur ce que j'essaye de faire, je vais commencer à essayer de trouver la manière de. Souvent, c'est avec des outils que je ne connais pas. Donc, je vais pas mal tâtonner, essayer de bricoler. Dès que j'ai des obstacles ou quoi, soit je vais regarder des vidéos sur YouTube. Je passe pas mal de temps quand même dans les forums, genre le Slack de No Code France Oui. notamment. Je suis sur un aux US, mais d'ailleurs qui bouge vachement moins que celui de No Code France pour le coup. Et puis, ce que je fais de plus en plus, c'est de trouver des gens qui sont experts dans ce que j'essaye de faire. Et après, des fois, je les engage ou je les ping et puis je leur prends un peu de temps, mais je les paye s'il y a besoin. Et comme ça, je leur pose direct mes questions. Et souvent, ça me fait économiser beaucoup de temps et d'énergie d'avoir accès directement avec la bonne personne. Et vu que c'est quelque chose qui évolue, enfin, c'est des outils qui évoluent vite. Enfin, moi, j'utilise principalement Software Airtable et Make, bon, avec quelques autres en externe, mais rien que rester à jour sur ceux-là, ça me prend déjà pas mal de temps, quoi. Donc ouais. Pour répondre à la question, comment rejoindre le Slack de No Code France, si tu googles Slack No Code France, il y a Ouais. un... Voilà, très bien. T'as déjà le lien? Ah, génial. Ouais, Ouais, il est super. Le Slack, il y a énormément de ressources qui sont partagées. On a eu pendant le festival Stanislas qui a fait l'ouverture, à l'opposé de toi, Gabriel, qui a fait l'ouverture du festival et qui est cofondateur justement de ce Slack et qui balance des ressources toutes les semaines. Donc, allez-y à fond si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là. Vous allez trouver plein de ressources. Oui, donc tu te formes. C'est vrai que en fait, c'est très bien pour gagner du temps de contacter quelqu'un qui est expert et de lui poser toutes tes questions. C'est plus rapide que de chercher beaucoup en ligne et puis un peu de se casser les dents, même si j'imagine que ça ne t'empêche pas de passer des heures sur des petits bugs sur tes outils. oui. Je peux faire un micro-plug de mon souci du début de l'été qui a été de mettre en place Stripe Connect, donc la version marketplace de Stripe, qui permet d'accepter des paiements, d'avoir des vendeurs sur une plateforme et d'accepter des paiements et que la plateforme prenne une commission. Au demeurant, ça a l'air facile comme ça dans le concept. Et quand on va sur le site de Stripe, c'est marqué oui, intégration no code, c'est super, tu parles. Pas du tout. Et il a fallu bricoler, ça a été infernal, il n'y avait pas de ressources. Du coup, j'ai fini par écrire une espèce d'énorme article sur Medium, un peu step by step pour expliquer en mode, si vous voulez faire ça, voici comment, parce que moi, je me suis, et je m'excuse du terme, vraiment cassé le cul pour le coup. Donc, il faut aussi savoir que c'est très possible qu'il y ait des trucs que qu'on ait envie de faire et il n'y a encore personne qui a fait. Donc, c'est le corollaire d'une industrie qui croît et qui se développe, où pas tout est forcément encore très en place, quoi. Ouais, complètement. Je comprends bien. Ça m'arrive aussi d'avoir des petits bugs comme ça. Et je me dis, mais c'est dingue, c'est pas possible que je sois la première à vouloir faire ça. Pourquoi c'est pas déjà quelque part? Et du coup, j'avais une autre question sur le fait que du coup, tu travailles beaucoup seul, même si tu t'entoures un peu avec... ou tous tes projets, tu es entouré avec des freelances et tu travailles en binôme avec d'autres personnes ou tu es Oui. souvent seul? Non, alors j'ai toujours des freelances parce que sinon, en fait, bêtement, il y a trop. Ouais. Moi, je n'ai que 10 doigts, un cerveau et 24 heures dans mes journées. C'est pas possible de maintenir un bon niveau. Je peux faire toute l'automatisation que je veux. Il y a un moment, j'ai besoin
j'ai besoin qu'on m'aide, en fait. Mm. Donc, à ce niveau-là, oui, mais j'ai pas, pour la plupart des projets, j'ai pas de cofondateur. Le seul où j'ai une cofondatrice, c'est Valdosia, qui est un réseau pour femmes entrepreneurs où, en fait, on fait un matching tous les mois. On met en lien deux femmes entrepreneurs de manière complètement aléatoire. Et puis, ça évite un peu ces événements networking pénibles où, des fois, on a un peu de peine à trouver des gens avec qui on a des atomes crochus. Donc ça, c'est un petit machin qu'on a lancé au mois de mars. Et puis sinon, pour les journées internationales, je vais être rejoint par Camille Coco, qui est la fondatrice de We Ukraine, qui est un projet qui est très similaire à Stand With Ukraine, Ok, qui elle est plutôt growth hacker. Donc ok. on va essayer de faire avancer le schmilblick pour augmenter un peu le nombre d'abonnés payants de cette histoire. D'accord, ok. Et du coup, pour revenir juste sur le projet dont tu viens de parler, j'ai pas accroché le nom, la mise en relation avec des femmes Ah, entrepreneurs. Valdosia, Valdosia. Waldosia. .club, je crois. Ok, je l'ai mis dans le chat. Et du coup, là, en deux, trois mots, comment ça a été, comment est le setup côté outils, qu'est-ce qui a été mis en place pour que ça fonctionne? De ça, alors c'est un petit site card tout con. C'est one page avec un formulaire sur Tally, Ok. tally.so, incroyable. Grande fan de Tally, c'est genre Typeform mais en mieux et en gratuit. Mm. On aime et en plus c'est fait par, je crois qu'elle est belge. Ils sont belges, les deux qui font ça. Et ensuite, ça va dans Airtable. Et tous les mois, on fait un random matching. On a trouvé un outil sur Internet. Je crois que c'est l'université d'Austin ou un truc comme ça, qui nous permet de faire du random match entre les gens. Et après, on vérifie qu'ils ne se sont pas déjà parlé. Et après, Airtable envoie une notification par email automatiquement dès qu'on switch Ok. un petit glitch. Ok. Et alors, juste question très personnelle, parce que j'avais cherché ça un moment, mais le random matching, il ne prend pas en considération le fait s'il a déjà matché des gens ensemble? Non, Ok, oui, ok, ça c'est pas ça. l'outil qu'on a trouvé. Non, 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 Ok, c'est très low-tech. ok, Vraiment, je regarderai si je remets la main dessus, je dois avoir le lien quelque part. ok, parce que j'avais cherché aussi ce type d'outil à un moment. Oui. Ok, et ben écoute, hyper clair. Je te propose qu'on passe un peu à la deuxième phase de notre échange, qui est vraiment un focus sur le projet Stand with Ukraine. Donc, est-ce que on peut commencer avant que tu nous partages ton écran et qu'on rentre dans la machine, juste nous redonner le contexte. Tu en as parlé un petit peu en introduction, mais le pourquoi, le constat et comment ça a commencé. Ben, ça a commencé donc au début de la guerre en Ukraine, où je voyais tout mon feed sur les différents réseaux sociaux, mais principalement LinkedIn, qui partageait énormément de ressources pour aider les Ukrainiens à fuir ou à financer les efforts de guerre et ainsi de suite. Et puis, d'un côté, je voyais ça, et d'un autre côté, je voyais les gens qui étaient en mode non, mais moi, je veux aider, mais je ne sais pas comment avoir de la clarté sur toutes ces ressources qui passent, je ne sais plus où donner de la tête. Donc, c'est venu de là. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé, en fait, j'ai ouvert une table dans Airtable et j'ai commencé à copier-coller les liens. Vraiment, on n'est pas dans un truc exceptionnel hein, en termes de workflow. J'ai pas inventé une fusée pour aller sur la Lune. Et du coup, tu nous parles de Airtable. C'est quoi la stack d'outils au total? Qu'est-ce que tu as utilisé? Ouais, alors, donc Airtable, je ne sais pas dans quelle mesure les gens qui nous écoutent sont familiers avec les outils no-code ou pas trop, ou si j'explique un peu. Je sais pas. N'hésitez pas à nous dire dans le Ouais, chat. dites-nous. Moi, Comme ça, sinon, je balance les noms des outils en même temps, Ouais. comme ça, si vous voulez aller Euh, regarder. du coup, Airtable, c'est, comme je dis souvent en rigolant, c'est Excel on crack. C'est c'est Excel qui n'a pas de la drogue. En Ah, gros, c'est une base de données avec chaque colonne a une typologie d'informations. Donc, typiquement, c'est pas comme dans Excel où dans une cellule, je peux mettre des chiffres et après, je peux mettre des lettres et après, je peux mettre je sais pas, des liens, tout dans la même colonne. Dans Airtable, on peut pas. C'est vraiment une colonne par typologie d'informations. Qui permet ensuite de faire on peut aussi lier différentes tables entre elles, très précieux. Donc ça c'est pour la base de données qui est derrière, donc vraiment le back-end. Le front-end, c'est Softer. Softer qui est un outil qui permet de faire des sites internet et puis de présenter
de l'information qu'il y a dans RT Bank, par exemple, une page par ligne de la base de données, automatiquement. Donc, si tout d'un coup, j'arrive avec une base où j'ai du contenu, bah, tiens, pour les journées internationales, on en a 3500. Sur chaque ligne, j'ai une quantité d'informations. J'ai le jour, j'ai le nom, j'ai la date, j'ai le mois, j'ai une image, j'ai une description, j'ai toute une série de catégories. En fait, automatiquement, Software peut générer une page par ligne. Et moi, je peux lui dire, OK, bah, sur cette page, je veux que tu mettes ça, ça, ça. Et il le fait automatiquement. Donc, c'est ultra précieux parce que, honnêtement, moi, ça ne m'excite pas de faire 3500 pages à la main. Peut-être il y a des gens, et moi pas. Donc, pour ça, c'est très, très précieux. Et puis, je crois que c'est tout pour Stand With Ukraine. Et vraiment, il est low-tech pour le coup. Et j'utilise à peine, les fonctionnalités de software, elles sont à peine utilisées, mais c'était mieux que rien. Ok, est-ce que tu peux du coup nous partager ton écran, nous montrer un petit peu comment ça a été construit? On s'immisce comme des Ça petites marche. souris dans le projet. Et bon, a priori, dans le chat, tout le monde est familier avec Airtable. Je veux dire en même temps, si vous avez fait plusieurs événements du festival, on n'a pas réexpliqué à chaque fois les outils un peu dont on entend le plus parler. Donc, j'espère que vous connaissiez et que vous n'étiez pas trop perdus. Ok, est-ce que vous voyez mon écran du coup? On voit ton écran, ouais. Merveilleux, merveilleux. Donc, c'est un petit site tout simple où on explique ce qu'on fait. Il y a 2 boutons qui me permettent soit de donner de l'aide, soit de recevoir de l'aide. Au début, c'était juste agréger les ressources pour les gens ici qui voulaient aider là-bas, mais à force, on a commencé à avoir aussi des ressources pour aider les gens, pour que les personnes qui étaient là-bas puissent recevoir de l'aide. Et puis, dès qu'on descend, on a différents types d'informations, donc ce qui est dans ma base de données, que je vais vous montrer après, catégorisées de différentes manières. Donc, ça a été regroupé par toute une typologie, genre général, argent, hébergement, supplies, faire du bénévolat, la nourriture, du transport, du boulot, tout ce qui était journalisme, LGBTQ, parce qu'il y a eu aussi des problèmes par rapport à ça. Et puis, les différents endroits où, euh, où, on pouvait, où on pouvait envoyer cette aide, pour quel, comment dire, où étaient basés les gens qui voulaient fournir ce coup de main, qui voulaient coordonner, par exemple. Donc, imaginons maintenant qu'on veut regarder, je sais pas, on veut envoyer de l'argent en Ukraine, et ben on va avoir ces différents types de ressources. Donc, vraiment, on est sur un truc de base, dans le sens où si maintenant je clique sur le bouton Go to Website, ça ne m'emmène même pas dans une page interne de software, ça m'emmène juste sur la ressource. Donc, Directement, ok. Pour faire l'action. C'est très, très basique. J'ai pas du tout exploité ce que j'expliquais avant, le fait que justement Software puisse générer une page automatiquement. Là, on n'a même pas fait ça, on a juste fait que ça envoie sur la ressource externe. Ouais. Et puis, si on veut aller dans Receive Help, en gros, c'est une structure similaire, sauf que plot twist, tout est en ukrainien. Moi, je ne parle pas ukrainien, donc un outil qu'on a beaucoup utilisé et que j'ai pas mentionné, c'est Google Translate. Parce que c'est chaud en fait. C'est même pas le même alphabet. Moi, mon cerveau, il imprime pas des masses. Du coup, pour ça, il y a eu une série de bénévoles qui sont venus et qui ont donné des coups de main pour remplir la base de données, justement pour la partie ukrainienne, parce que c'était pas jouable pour moi de commencer à agréger ces infos sans connaître la langue, en fait. Ok. Et du coup, mais Google Translate, il n'est pas intégré via Software. C'est vraiment vous avez rentré le texte traduit. C'est pas Alors, automatique. Hein. non, surtout que, sinon, l'outil qu'on aurait pu utiliser, c'est Wiglot, mais Wiglot, je crois qu'il gère l'ukrainien que depuis quelques semaines, donc avant ça, c'était trop tôt. Non, il n'est pas intégré sur Software directement. Par contre,
pour coordonner tout le travail avec les bénévoles, comme je voulais pas donner accès à Airtable, notamment parce que c'est payant et puis parce que pas tout le monde a forcément Airtable, puis que c'est des gens qui étaient pas mal en déplacement, parce qu'il y en a, c'était des réfugiés qui étaient en train de fuir, qui donnaient des coups de main, donc il fallait garder un tech stack le plus facile et flexible possible. On a utilisé Google Sheet. Et en fait, dans Google Sheet, il y a une fonction de traduction qui utilise Google Translate. Genre, tu sélectionnes la cellule et tu lui dis Translate et tu lui dis la cellule que tu veux traduire en quelle langue et il te traduit. Ok. Donc ça, c'était très utile, ça. Et du coup, sur la partie, bon, en français ou n'importe, mais sur les câbles de chaque élément, tu as choisi du coup les informations que tu voulais faire apparaître. C'est ça? J'ai vu en Oui, tête quelles infos tu as fait ressortir. Donc ça, c'est des infos qui sont dans ton Airtable que tu oui, sélectionnes et que tu fais apparaître comme ça dans les... c'est ça. Alors, je vais vous montrer la base. Donc, on en a deux, Provide Help, Receive Help. Donc, les deux de base, après, on a un peu de chenille. Enfin, non, du chenille. Toute une série d'autres trucs pour le projet, mais c'est pas ceux-là qui sont présentés sur le site pour la plupart. Donc, on a le nom de la ressource, un petit visuel, en gros, c'est du print screen. La localisation, où est-ce que c'est basé, le lien, le type d'information, le commentaire qui explique un petit peu, et il me semble que ça, c'est représenté aussi. Que le commentaire apparaît sur les cartes, c'est ça? Il y apparaît sur les cartes, ouais, normalement. Mon réseau est un peu à la peine quand je fais de la vidéo. Ouais, il apparaît là-dessous pour avoir un peu une explication, parce que sinon c'était la foire d'empoigne, quoi. On savait plus trop qu'est-ce qui était quoi. Okay. Parce que, enfin, après, comme il y a eu énormément d'initiatives un peu, je sais pas comment dire en français, grassroots, enfin, de base, et que tout a été fait très vite, les choses ont évolué rapidement, beaucoup. Du coup, c'était difficile de savoir qu'est-ce qui était quoi, dans quelle mesure c'était une vraie chose, dans quelle mesure ça rendait vraiment service. C'était assez chaud d'avoir de la clarté par rapport à ça. Donc, c'était Ouais. un bon mix entre essayer d'avancer rapidement pour fournir des ressources, mais quand même fournir des ressources de qualité. Et donc, ouais. Du coup, de nouvelles ressources qui arrivaient, tu t'ajoutais une ligne dans le Airtable Oui, et pouf, pouf, et comme on voilà. dit. Et après, en général, si on ajoutait juste, elles n'étaient pas forcément live, et une fois que j'avais passé à travers la ressource, je la mettais sur live, comme ça allait sur le site seulement si c'était validé. Ok, ok, d'accord. Ouais. Et On a aussi vas-y. non, j'allais te demander de nous montrer un peu côté Software, mais si tu avais encore quelque chose à nous Ouais, montrer. ouais, ouais. Je crois que j'ai ouvert la bonne. Oui, j'ai ouvert la bonne, merveilleux. Donc Software, c'est super, dans le sens où c'est vraiment on ajoute des petits blocs qui font différentes choses. Tiens, voilà, c'est le bloc header. Ils ont fait plein d'updates, du coup, il faudrait que je réupdate tous les blocs. Je vais pas le faire maintenant parce que ça va mettre le bazar. Mais il y a plein de choses faciles, et en gros, on lui dit qu'est-ce que tu veux écrire dans le titre, dans le sous-titre, je vais mettre une vidéo, et ainsi de suite. C'est des blocs en fait prédéfinis. Alors, je peux vous montrer, il y en a plein. Différents types de headers, différents types de heroes. Alors, c'est bien parce que c'est facile. C'est des fois un peu pénible parce qu'en termes de design, on est passablement limité. Mais bon, c'est toujours un peu le problème de ces outils no-code, c'est qu'il faut bien faire des compromis quelque part. Donc, voilà. Et puis là en dessous, ça c'est un list block. Et le list block, il nous permet en fait d'aller chercher la base de données sur laquelle on veut connecter. Donc, en fait, pour que ça apparaisse, j'ai dû mettre la clé API de mon accès à Airtable, et comme ça, il me les connecte direct. Ensuite, je choisis la base, la table de Airtable
que je veux montrer, quelle vue, s'il y en a une, le nombre de cartes que je veux présenter. Et puis ensuite, je peux définir un peu les filtres. Alors typiquement, les filtres du haut, on avait le type de support. Hop, ça, il les prend directement depuis Airtable tout seul. La localisation, pareil, il va les prendre depuis Airtable. Alors attention, hein, si on ne les met pas dans l'ordre alphabétique dans Airtable, après dans Software, ils arrivent dans le mauvais ordre aussi. Bon, c'est des petits détails, mais ça peut des fois faire la différence. Ouais. Ensuite, je peux dire, par exemple, la base de recherche, dans quel champ de Airtable je veux que la recherche ait lieu. Et puis, là, dans Item Fields, je vais lui dire, en fait, comment je veux que ma carte, elle soit structurée. Donc là, je suis allée chercher le visuel. Il va le chercher dans la colonne qui s'appelle visuel dans Airtable. Donc, hein, pas de surprise. Oups, elle est là. Ensuite, le nom, bon, ça a repris le nom. La localisation, pareil. Le type, donc le petit tag qui est là-dessous aussi. Et puis le petit commentaire. Et le bouton qui va vers le site. Et comme ça, je crée ma petite carte. Et après, en fait, Software va les... Comment on dit en français? Populate. Il va les remplir avec toutes les bonnes informations. Ok. Et on a une question de Noémie dans le chat. Enfin, c'est pas une question, mais ça me fait en avoir une. Qui dit, on dirait Contentful. Je sais pas si tu connais l'outil Contentful. Peut-être pas. Ok, d'accord. Bon, je me demandais s'il y avait peut-être des différences que tu avais en tête, mais du coup, je on connaît pas mais... Contentful. Non, mais le truc, c'est que maintenant, il y a tellement d'outils no-code. Ouais. Enfin, moi, je suis familière avec ceux que j'utilise, mais les autres, j'essaye de me tenir un peu au courant de tout ce qui se fait, mais il y a tellement et ça bouge tellement vite que... Ouais, complètement. Je sais pas, mais je veux bien regarder Contentful, ça a l'air cool. Et du coup, donc par rapport à cet outil côté un peu opérationnel, combien est-ce que ça t'a coûté et combien de temps ça t'a pris? Alors le temps, c'était, je pense, pour faire le site et la toute première version de la base, c'était peut-être 2 jours. Okay. Donc c'était assez rapide. J'essaie quand même de faire un truc propre, un peu avec de la FAQ, quand même un truc de contact, quand même term and condition, privacy policy, et ainsi de suite. Donc ça prend toujours un peu de temps pour faire ça. Après, si on compte toutes les heures que les bénévoles ont passées pour remplir le contenu, là, ça monte. Là, on est plutôt, je pense, en équivalent temps plein de 3 personnes, je dirais presque un mois, pour après avoir les choses qui sont mises à jour. Et ça aussi, c'est un truc que, des fois, je me retrouve à expliquer aux clients, c'est que, entre guillemets, faire le site, si on a de la clarté sur ce qu'on fait, ça va encore assez vite, mais après, c'est les données de la base. Soit elles existent déjà, ça c'est une chose, mais elles sont souvent mal rangées, donc il faut aller les ranger bien, et puis si elles n'existent pas, il faut aller les chercher et les créer, et ça prend vachement de temps. Donc assez peu. Et puis tu me posais aussi la question pour combien ça a coûté? Ouais. Écoute, je crois que pour ce projet, j'ai que payé le nom de domaine. Je ne sais même plus combien je l'ai payé, mais genre pas très cher. Je pense que ça a dû coûter 20 balles peut-être. Airtable, j'avais déjà une licence pour d'autres projets, donc je vais pas compter là-dedans. Gérer les bénévoles sur Google Sheet et Telegram, c'était gratuit. Et puis pour celui-ci, Software a été super généreux parce que du coup, il facture pas. Ouais, ça lag. On t'a perdu. Moi, je t'ai perdu. Pas dans mon plan. Ah non. Tu m'entends? J'ai juste pas entendu à partir du moment tu m'entends maintenant, c'est bon? Software, du coup. Ouais. Oui, Software Finance, le site, c'est pas, enfin, je dois pas le payer, c'est eux qui ont pris ça en charge. Ok, génial. C'est Très sympa bon de à leur savoir. part. Ouais.
et aussi parce que ils voulaient aider à leur manière leur situation, surtout que les deux fondateurs sont d'Arménie à la base et ils ont toute une partie de leur équipe qui est basée là-bas. Enfin, ils sont sensibles à toute une série de causes, dont celle de la guerre en Ukraine. Ouais, je comprends. Juste, tu lagues un peu, on a un peu perdu. Tu peux couper ton partage d'écran comme ça, on te récupère en audio comme il faut. Alors, il faut juste fermer. Hop, voilà, c'est bon. C'est bon. Ouais, j'ai ta caméra qui est partie parce que je pense que la bande passante n'est pas suffisante. Je sais pas si c'est la même chose pour les autres, mais du moment qu'on t'entend, tout va bien. Donc du coup, pour reprendre par rapport à ce projet, et puis ensuite on passera plus à la partie carrière avec le temps qui nous reste, parce que ça file. Mais du coup, pour reprendre donc les grandes étapes de réalisation, si tu devais refaire ça demain, c'est quoi ton plan? Par quoi tu commences et comment t'avances? Alors, identifier le besoin. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y a un business case ou pas? Bon, là, en l'occurrence, pour celui-là, l'idée, c'était pas du tout de faire de l'argent avec, c'était vraiment de rassembler les ressources et d'aller vite. Mais après, pour les autres projets, c'est quand même une considération que j'ai. Regarder ce que fait la compétition. Est-ce qu'il y a déjà d'autres gens qui répondent à cette problématique ou pas? Et si oui, comment? Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils font bien? Qu'est-ce qu'ils font mal? Voir si l'idée que j'ai permet de se positionner d'une certaine manière. Ensuite, je vais regarder les différentes ressources dont il va y avoir besoin pour mettre en place la solution qui m'intéresse. Ensuite, je vais faire un mapping un peu plus précis de la solution en question pour avoir un peu de clarté. Après, c'est vrai que comme je travaille avec une petite équipe, ça permet d'aller vite et que même si on n'a pas forcément 100% de clarté dès le début, c'est pas dramatique parce que on peut toujours se faire un petit point rapidement. Les agendas des uns et des autres, ils sont pas bookés au point où il faut attendre un mois pour reparler aux gens, donc ça permet d'aller rapidement. Construire, en parler à notre réseau, et puis après, ça dépend pas mal de la typologie du truc. Est-ce qu'il y a un lancement qui se fait? Si oui, est-ce que c'est avec de la presse? Est-ce que c'est juste sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un lancement sur Product Hunt, par exemple? Ça va dépendre. Typiquement, pour les préservatifs, on a fait beaucoup sur la presse, notamment parce que c'est extrêmement compliqué de parler sur les réseaux sociaux de sexualité. On est très, très vite banni. Pour Stand With Ukraine, j'ai lancé sur Product Hunt parce qu'il y avait un gros move d'autres outils. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. En plus, c'est la première fois que je lançais quelque chose là-dessus, donc c'était un bon test. Donc voilà. Et puis après, continuer à faire grandir le truc, récupérer les avis des utilisateurs en question et faire évoluer. C'était un peu beaucoup comme je vous ai fait cette liste, mais j'espère que trop bien. J'ai noté. Je l'envoie dans. Alors, récupérer les avis et faire évoluer. Hop. Top. Je l'envoie dans le chat. Comme ça, tout le monde l'a en tête. Trop bien. Hyper clair. Je précise, moi, j'ai pas de formation là-dedans. Donc, quand je vous vois faire des formations sur product management, je me dis, ah ouais, trop bien, mais moi aussi, je devrais faire. Dans le sens où j'ai pas appris, je fais juste comme j'estime que comme ça semble faire du sens pour moi. Mais c'est très possible qu'il y ait des choses qui me passent complètement à côté parce que je sais pas, j'ai pas appris. Oui, mais après, visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Déjà. Et après, c'est aussi beaucoup le cas tant sur le programme intensif en cette semaine, la majorité des personnes, c'est quand tu veux vraiment faire une reconversion ou alors quand ça fait longtemps que tu travailles dans le digital et en fait, tu as besoin de vraiment poser tes acquis. Et pour le coup, sur le programme qui est vraiment en cours du soir, on a beaucoup de personnes qui ont le poste de product manager, qui sont product managers et qui font bien leur travail, qui travaillent avec ça, mais qui ont besoin justement de reposer une méthode, de voir des process, de parler avec beaucoup de personnes qui exercent ces métiers, parfois à des postes assez élevés et voilà pour restructurer un peu la manière dont ils travaillent et surtout voilà reprendre les bases de la méthode, mais ça veut pas dire que quand on fait pas comme ça on peut pas aussi être très très bon, surtout quand je pense on a la volonté de beaucoup se former seul. En fait, se former de toute façon
c'est ce dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose dont on a énormément parlé pendant tout le festival No Code. C'est que se former, ça peut passer par plein de choses, tu vois, travailler avec des personnes qui sont experts, fouiller YouTube, aller regarder sur les blogs, les réseaux, etc. Il y a énormément de contenu qui est à disponibilité. Après, nous, ceux on croit énormément chez Maestro, c'est qu'en fait, travailler apprendre en communauté, faire une expérience d'apprentissage, c'est aussi un énorme boost. Et c'est aussi une manière où tu vas beaucoup apprendre des autres avec lesquels tu travailles et avoir un peu cet aspect de te mettre dans ta bulle, rentrer en formation, bosser et être challengé par des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que toi parce qu'elles n'ont pas du tout la même expérience que toi. C'est très riche et ça te fait beaucoup grandir. Et après aussi une petite touche qui est plutôt, enfin moi comment je le vois aussi par rapport surtout au no-code, c'est qu'en fait j'ai besoin d'un peu une structure quand j'apprends quelque chose de nouveau ou quand je me mets à fond dans un outil, tu peux très vite un peu t'éparpiller partout et en fait avoir une structure et puis potentiellement peut-être abandonner et laisser un peu le truc en plan, ce qui est moi une grosse source de frustration quand je teste des nouvelles choses que je veux construire. Et pour le coup, je trouve que être dans une formation, bah voilà, tu as ce côté où tu t'es discipliné, tu pars de A avec un problème et tu arrives à Z avec un projet concret que tu peux présenter, que tu ajoutes à ton portfolio, etc. Et je trouve que c'est ça aussi qui est agréable, mais du coup, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Non, mais en tout cas, on prend tes tips, je les ajoute, ça sert à tout le monde. Et je vois que tu as déjà répondu à Mathieu. Oui. Donc, ok, super. Et du coup, pour la minute carrière, pour le temps qui nous reste, donc la première question, c'était sur tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas auto-entrepreneurs, qui souhaitent se lancer. Qu'est-ce que tu as comme recommandation pour les personnes qui débutent un peu dans ce secteur? Le premier, c'est que faire un super produit, c'est une chose, mais qu'il ait des utilisateurs et que le truc génère du revenu ou de l'intérêt ou du clic, suivant ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'en est une autre. Donc, à garder vraiment en tête, parce que je rencontre souvent des gens qui ont des idées de produits uniquement, mais qui n'ont pas pensé à tout le reste de l'organisation. Donc, pas l'oublier et s'assurer d'y dédier les ressources, énergie, temps et même personnes nécessaires. Ça, c'est le premier. Ensuite, faire du revenu, ça prend souvent plus de temps que prévu. Donc, mon conseil, c'est soit d'avoir des économies, soit du soutien, genre le chômage, un ou une conjointe, une famille, d'avoir gagné à l'euro million, quelque chose. Parce que ça prend du temps. Et on est tous là, oui, c'est super, moi je vais faire un produit et je vais le vendre 100 € et on va avoir tant d'utilisateurs et on va avoir un taux de conversion de temps, donc ça va être magique. Et alors, sur le papier, non mais je suis d'accord, c'est merveilleux. Après, dans les faits, c'est rarement comme ça. J'en connais quelques-uns où ça a été le cas, mais vraiment, ils sont plus du domaine de l'exception que de la règle. Ouais. Sinon, anticiper que l'entrepreneuriat, ça met aussi face à ses croyances personnelles et à ses difficultés, son manque de structure, et ainsi de suite, ça va quand même aller titiller toute une série de choses. Il y a beaucoup d'angoisse, le fait de travail, il y a beaucoup de gens que ça peut stresser. On n'a pas forcément assez d'argent, donc ça va générer du stress en plus. Donc, ouais, savoir que ça va demander de la ressource et dans des domaines qu'on n'anticipe pas forcément, donc être bien entouré et être prêt à aller faire le travail sur soi, parce qu'on peut prendre des baffes quand même. Sinon, on n'arrive jamais au bout de sa to-do list, jamais. Il faut lâcher. On n'y arrivera jamais. Pour un truc qu'on fait, on a 4 nouveaux. Enfin, ça dépend chez qui. Le ratio peut être un peu différent. Des fois, c'est 2 et 5. Enfin, Ouais. normal. Enfin, si ça vous arrive, on est toutes et toutes dans ce domaine, on est dans le même cas. C'est pas vous qui êtes nuls ou qui n'y arrivez pas, c'est que c'est le système. J'aurais adoré qu'on me le dise parce que j'étais là, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, il y a tant de trucs. Et en fait, c'est normal. Donc, bien faire gaffe de prioriser les tâches qui
qui ont un véritable impact, même si c'est souvent celles qu'on aime le moins faire. C'est une petite corrélation comme ça. Donc, après, on a chacun nos moyens de procrastiner, d'identifier quand on procrastine et d'essayer de comprendre pourquoi et quand même d'aller de l'avant. Mais c'est dur, hein. Et il faut se fouetter soi-même, hein, des fois. Et sinon, le dernier, c'était, ah oui, attention à garder un équilibre santé mentale et physique. C'est hyper dur, surtout au début, parce qu'il y a trop à faire, comme je disais avant, et il n'y a pas assez d'argent. Donc, le stress. Mais je le dis en sachant que probablement j'enfonce des portes ouvertes parce que ça paraît ultra évident jusqu'au moment où on a la tête dans le guidon comme ça et que, je sais pas, ça fait 24 heures qu'on n'a pas mangé et puis on n'est pas sorti non plus. Et puis ça fait 2 semaines qu'on a, je sais pas, qu'on n'a pas fait une activité un peu rigolote parce que le lancement c'est bientôt. Donc, attention. Oui, non, carrément. Et puis, je trouve que tu dis j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait, même entendre quelqu'un en parler et juste le dire, je pense que pour des personnes qui t'écoutent, ça peut aussi faire du bien, juste de se rappeler que bah on n'est pas seul et qu'il y a plein d'autres personnes dans cette situation. On a Eric qui a beaucoup enrichi la liste en disant ne pas faire fumer Excel, se confronter à ses peurs, à ses manques, et pour la partie un peu se dégourdir les jambes, marcher, marcher, marcher. Et on a Marine aussi qui valide aussi ce que la liste. Et je vous envoie aussi, oui, je me suis mis ça de côté. Je pense que ça peut être chouette pour les personnes que ça concerne. On avait fait un Maestrix sur est-ce que être freelance est fait pour vous avec deux super speakers et du coup dedans on a un peu fait la liste des pour et des contre. Et il y avait notamment, mais je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'on avait dit parce que c'était un moment, Grégoire qui avait parlé du niveau de finance qu'il fallait avoir pour se lancer, pour être bien, et que c'était une partie vraiment non négligeable parce qu'en fait sinon tout est compliqué. Et je sais plus, il disait 6 mois, 1 an, enfin calculé en fait à 1 an d'avoir des ressources en stock financière pour pouvoir vivre sans que ça soit l'unique focus, même s'il faut bien que ça arrive, mais il faut se laisser un peu de temps. Voilà. Oui, Eric, pose ta question. Si tu veux les mettre dans le chat, n'hésite pas. Tu as des questions sur Airtable. Une dernière question sur la partie coaching. Est-ce que tu as déjà travaillé du coup dans ta carrière, et tu nous l'as dit un petit peu en introduction, mais je repose la question, pour des projets qui ne te correspondaient pas, dans lesquels tu ne te sentais pas à ta place? Et surtout, c'est quoi tes enseignements? Qu'est-ce que tu recommandes? C'est arrivé, mais c'était plus une problématique. C'était pas vraiment un problème de projet, c'était plus un problème de personne. J'ai un gros souci avec les gens qui font, du micromanagement et 2, qui font un peu du power play, tu sais, qui sont un peu là pour asseoir leur autorité et pour t'expliquer que eux, ils savent et que toi, tu ne sais pas. Et qui aiment bien rappeler ça. Moi, ça me convient pas du tout. Donc, oui, c'est arrivé, mais surtout quand j'étais plus jeune. Là, maintenant, ça fait un certain nombre d'années où c'est plus le cas. Et mon conseil, c'est que dès que vous avez l'impression que ça commence à puer, il faut partir. Et que les gens, on ne les change pas. Et que les personnes qui sont toxiques, même si le mot il est super galvaudé, enfin, qui ont une attitude qui n'est pas constructive, on va dire, ils sont ultra dommageables. C'est pas vous qui allez les faire changer parce que souvent c'est au niveau de la hiérarchie. Donc c'est difficile de faire partir les gens. Donc se barrer. Et même si des fois le prix à payer il est fort, l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, typiquement, il est 800 fois plus dramatique que l'impact sur la carrière. Donc, si ça pue, barrez-vous. Écoutez son intuition. Écoutez les gars. Voilà. Très bien. C'était le mot de la fin. Si ça pue, barrez-vous. Voilà. Et du coup, oui, Eric, des bases en forme de matrice. Peut-être si tu veux contacter après Gabriel, si c'est OK, je vais mettre ton LinkedIn dans le chat. Oui. De toute façon, tu es facile à trouver. Donc, hop, je mets le lien comme ça. Tu vas probablement recevoir 1 ou 2 demandes de mise en relation directement.
Ok, et ben écoute, génial, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, tant sur les tips carrière que même sur le projet que tu nous as montré. J'ai trouvé ça hyper chouette de rentrer dans la machine, de voir et de se rendre compte que bon, c'est 2 jours de travail plus 1 mois pour rajouter toutes les informations, mais en fait c'est des outils qui sont assez accessibles et finalement tu as créé une plateforme qui a eu, je pense, énormément d'impact et du coup c'est ça qui est assez impressionnant et c'est chouette de voir voilà que tu as pris le temps et qu'en plus, tu as eu même le Sauveterre qui s'est un peu impliqué en mettant aussi sa petite graine et plein de bénévoles qui ont participé. Donc, non, c'était hyper chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. J'espère que les participants aussi, que vous avez appris des choses et que vous repartez aussi avec des idées de choses à faire et de choses à construire. Merci beaucoup, Gabriel. Et Ouais, mais merci à toi de m'avoir accueilli et qu'on ait pu discuter. C'était intéressant et j'ai eu du plaisir à partager cette expérience. génial, avec plaisir.